Comment la garder ou la retrouver pour ceux qui l'ont perdue. Alors, pour être compétent... Je vais essayer de vous parler de quelque chose d'important qui touche en fin de compte de plus en plus de gens. C'est le problème de l'apnée du sommeil. On va essayer de voir comment, eh bien, effectivement, quand vous avez quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, eh bien, ça veut dire qu'il se passe quand même certaines choses vraiment importantes au point de vue physiologique. C'est que le fait d'arrêter de respirer, quelques moments dans la nuit, eh bien, il va y avoir des problèmes d'oxygénation du cerveau. Et si on n'est plus oxygéné, le cerveau il se fatigue et puis il y a un tas de perturbations qui peuvent en découler, y compris des problèmes cardiaques, etc. Donc on y remédie souvent par, on va essayer de voir comment, par un petit appareil qui est très sympathique, qui fait un peu cosmonaute. C'est peut-être pas très saillant, mais ça a au moins l'avantage d'être efficace en ce sens que, eh bien, normalement, je pense que tout le monde, là vous respirez tous l'atmosphère. Vous voyez, tout le monde est en atmosphère, tout le monde respire l'atmosphère, le lieu. Bon, eh bien, d'un seul coup, eh bien, on va essayer d'aider ça, puisqu'il y a une difficulté de passage dans les voies respiratoires supérieures, eh bien, on a trouvé la solution. Le turbo. Donc on met le turbo et grâce à ça, eh bien, heureusement d'ailleurs pour un grand nombre de personnes, eh bien, on va leur permettre d'avoir un sommeil réparateur. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure oxygénation cérébrale. Mais le problème, c'est que c'est quand même un appareil qui est handicapant. Je ne sais pas si vous voyez le soir quand vous vous couchez de mettre cet appareil. Eh bien effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont d'abord du mal à adopter cet appareil. Et puis là, j'ai écouté hier un cardiologue qui me dit, moi, dans le mois dernier, il y a 30 personnes qui ont arrêté de mettre cet appareil. Et en fait, quand on détecte une apnée du sommeil, on dit, ben voilà, c'est un appareil à mettre, à prendre à vie. Ça vous semble normal, vous, ce genre de choses? D'un seul coup, on devient un cosmonaute. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive à être obligé de mettre un appareil à hyperpression de manière à pouvoir oxygéner son cerveau et ne pas avoir de troubles? Donc, voilà, il y a 3 millions de personnes en France qui souffrent de l'apnée du sommeil. Donc, comment on va le détecter? Eh bien, on va le voir certainement par rapport à quelquefois des ronflements, et puis quelquefois des respirations très bruyantes. Donc en fait, en fonction de ces perturbations, de cette respiration qui ne fonctionne pas normalement, or elle devrait fonctionner normalement, je pense que tout le monde est d'accord pour voir que, eh bien, on doit respirer normalement, l'apnée, ça ne doit pas être quelque chose de normal. Les conséquences, eh bien, c'est une fatigue, des somnolences, de l'irritabilité, etc. Bon, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. Chez les hommes, ça peut les inquiéter quelquefois. C'est aussi des troubles de la libido et des problèmes érectiles. Donc ça peut inquiéter. Donc on va dire peut-être, ça sera peut-être la solution l'appareil, mais enfin avouez que l'appareil, c'est pas très esthétique quand même, hein. Et puis surtout, des complications cardiovasculaires. Et en fait, c'est souvent chez des gens qui ont eu des complications cardiovasculaires, par exemple à la suite d'un infarctus, des problèmes d'hypertension artérielle, et quelquefois c'est simplement avec quelqu'un qui a eu des hypertensions artérielles qu'on va faire un examen de polysomnographie et on va voir effectivement que là, eh bien, il y a des apnées qui se produisent la nuit. Donc on va le voir simplement par un examen. Et puis quelquefois, bien sûr, s'il y a des perturbations de cette respiration, on peut avoir aussi des retentissements au niveau circulatoire et créer des AVC. Et puis aussi, risque de développer des troubles cognitifs dans le temps. C'est sûr que, et là ce qu'on est en train de voir aussi, c'est que vous mettez un appareil et quel est le retentissement de l'appareil sur, disons, la physiologie de tout l'organisme. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. L'important, c'est de mettre l'appareil. Je ne vais pas vous dire de ne pas mettre d'appareil, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment, éventuellement, on peut avoir une autre approche. Donc voilà, donc la mise en évidence, eh bien voilà,
on a équipé quelqu'un pour pouvoir mettre en évidence un rythme respiratoire, un rythme cardiaque, un électroencéphalogramme, et puis voir la nuit éventuellement s'il y a des mouvements au niveau des muscles des bras, des jambes, etc. Et on va faire un électromyogramme pour mettre en route ces examens. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette apnée, c'est que c'est quelque chose de concret. Vous avez quelqu'un qui fait de l'apnée, vous faites un enregistrement et vous voyez ce qui se passe. Donc l'enregistrement, ben voilà, on va tout de suite voir s'il y a un bon dormeur, donc quelqu'un qui a du mal à dormir, on peut lui faire un examen de polysonographie pour voir comment il se comporte dans le sommeil. C'est quelque chose de très simple et on va voir tout de suite si quelqu'un est insomniaque, qu'est-ce qui se passe pendant son sommeil. Donc les causes de perturbation du sommeil, elles sont nombreuses, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de voir quand il y a des problèmes d'apnée et on va faire une polysonographie et là, on a le diagnostic. Donc sortir, ce qui est important, c'est sortir de ce problème d'apnée pour retrouver une respiration normale, mais une respiration normale à pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'on fonctionne tous dans une pression atmosphérique, on ne fonctionne pas tous avec un appareil qui permet de compenser cette perturbation en fait, de ces tubes qui permettent de passer l'air du nez pour l'amener au niveau de la trachée. Donc voilà, on peut quantifier grâce à cette polysonographie les apnées. Donc il y a des gens qui peuvent faire 1 ou 2 apnées à l'heure, ce n'est pas dramatique, mais dès qu'on commence à faire 10 à 15 apnées à l'heure, on rentre quand même, c'est une apnée légère, mais on rentre quand même dans un processus apnéique. De 16 à 30, apnée modérée, et de 30 à 50, des apnées vraiment importantes, et au-delà, n'en parlons pas, c'est des apnées sévères. Donc on m'a fait part d'un cas intéressant, d'ailleurs que je vais vous montrer, parce qu'en fin de compte, je vais le laisser parler lui pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. C'est que cette recherche sur l'apnée, elle a commencé vers 2012, donc aujourd'hui on est en 2018, et elle a évolué dans le temps, parce qu'on a pu avoir des résultats à une période donnée, parce qu'on avait trouvé vraiment des moyens de rétablir cette régulation dans l'organisme qui ne se faisait pas bien, et que là, on a un exemple intéressant d'un homme qui était sous cet appareil depuis 8 ans, qui a été diagnostiqué par un de mes confrères avec qui on a écrit ensemble le traité de nutriponcture, et qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc on rentre dans le vivant. Au lieu de vous mettre des schémas, je préfère qu'on rentre dans le vivant et que vous alliez voir, qu'on voit ensemble ce qu'il va vous dire et d'essayer de comprendre quels sont le processus. Vous le voyez. Ah, on n'entend pas le son. Je suis retraité et je viens vous parler un peu de mon expérience concernant l'apnée du sommeil. En 2008, j'ai été diagnostiqué d'un syndrome de l'apnée du sommeil suite à des manifestations la nuit. Je ronflais beaucoup, j'avais pas mal d'apnée, mon épouse était réveillée par les bruits. Et donc j'ai décidé de consulter et le pneumologue m'a prescrit une polysomnographie qui consiste à porter un appareil pendant une nuit pour vérifier le fonctionnement du sommeil. Et là, on a diagnostiqué 40 apnées de l'heure, qui était un cas supérieur au pathologique. Donc, on m'a prescrit donc un appareillage avec un appareil à pression positive. C'est-à-dire c'est un appareil un peu turbo par rapport à l'atmosphérique. C'est-à-dire que ça va me donner une pression supplémentaire permettant d'éviter l'apnée. Donc, j'ai porté cet appareil, je l'ai accepté. C'est pas facile, c'est un appareil qui est lourd, qui fait beaucoup de bruit. J'ai d'ailleurs percé le mur de ma chambre pour le mettre dans la pièce d'à côté avec le tube qui traverse pour que ma femme ne soit pas réveillée par la soufflerie. Et donc cet appareil m'a beaucoup aidé au niveau de l'apnée puisque ça m'a permis de réduire mes apnées de 40 à 2 apnées à l'heure. Donc je me réveillais le matin en meilleure forme. Mais pas mal d'effets secondaires étaient à signaler, notamment des fuites. J'avais un appareil nasal qui prenait la totalité du nez.
Et donc la nuit, en se retournant, l'appareil provoquait des fuites qui m'irritaient les yeux. Je me retrouvais avec un système de conjonctivite, des problèmes de sinus et les yeux un peu gonflés par la surpression le matin en me réveillant. Voilà, ça c'est les effets secondaires. De notre côté, c'est difficile à supporter la nuit parce qu'on se tourne mal. Et donc, généralement, autour de 4-5 heures du matin, j'arrêtais l'appareil. Je sais que beaucoup de personnes l'abandonnent rapidement parce que c'est difficile à supporter. J'ai eu la chance de rencontrer une personne, un médecin qui fait de la nutripuncture, qui m'a dit, en nutripuncture, il existe une séquence qui permet de travailler sur le centre cardio-respiratoire. Donc, je me suis dit, j'ai essayé ce protocole-là. Ensuite, on a essayé des éléments de la respiration concernant l'inspiration et l'expiration. Et j'ai pris une séquence d'expiration et immédiatement, dès la première nuit, zéro apnée, zéro ronflement. Vraiment un confort que je ne connaissais pas avant, qui m'a surpris. Donc j'ai continué à prendre cette séquence pendant 1 mois. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans à peu près que j'ai abandonné mon appareil, je n'ai plus de ronflement, mon épouse dort tranquillement, et moi je ne ronfle plus et je me réveille en bonne santé, en bonne forme. Voilà. Donc ça m'a aussi permis d'identifier que j'avais un problème d'expiration, que j'ai pu apprécier au cours de séances de natation, puisque maintenant j'arrive à nager sans être perturbé par ma respiration, alors qu'avant, au bout de quelques mètres de natation, je commençais à perdre le rythme et l'équilibre de la respiration. Donc ça m'a amélioré énormément en termes de cycle respiratoire quand je nage. Voilà, ça c'est une petite anecdote en parallèle, mais c'est un énorme plus, et donc vraiment je recommande aux gens qui ont ce genre de problème de tester cette expérience, parce que pour moi c'est un résultat majeur. Voilà, c'était pour vous mettre dans le bain. Voilà un exemple qui est quand même intéressant, de pouvoir sortir de son appareil qu'il a eu pendant des années, et d'un seul coup tout s'est rétabli. Alors on va voir ensemble quels sont ces... Ah, ça passe la suivante. Bon, donc en fait, voilà en gros les symptômes qui alertent: ronflement intense, pause respiratoire. En 2006, exploration, polysonographie, 40 apnées à l'heure. Et en 2014, consultation, et on fait un protocole avec, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 éléments fondamentaux qu'on va mettre en place ensemble: régulation du centre cardio-respiratoire bulbaire, régulation de la déglutition et de la phonation, et régulation de l'expiration. Voilà, c'est grâce à ce protocole qu'on a pu résoudre ce problème chez cette personne-là. Et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que ce problème de l'apnée. Il a donc retrouvé un sommeil réparateur, plus d'apnée, plus de ronflement, plus de fatigue, et une amélioration de sa capacité respiratoire, comme il vient de l'évoquer dans la natation. Alors, comment l'organisme en arrive à produire des apnées nocturnes? C'est ça la question. Ce n'est pas de mettre l'appareil. Comment c'est possible de mettre en route, de dysfonctionner au point de faire des apnées nocturnes? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'apnée, c'est la manifestation d'une perturbation, d'une baisse de l'autorégulation cellulaire générale. Là, je viens de vous dire quelque chose de génial. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, on va voir ce qui est possible de faire. Mais ce qui est intéressant de voir 2 secondes, c'est que cette apnée, elle est multifactorielle. Il y a d'autres éléments qui interviennent en même temps que cette apnée. C'est-à-dire qu'il existe en même temps que l'apnée des syndromes au niveau palpébral, des neuropathies optiques, des glaucomes, des papilloïdèmes dans 60 ou 67% des cas. Plus il y a ces problèmes au niveau oculaire, plus l'apnée est grave. Donc ça, c'est une constatation, c'est une étude américaine qui a mis en évidence qu'effectivement, ce problème de l'apnée n'est pas un problème uniquement d'un tube qui a du mal où il y a du mal à faire rentrer l'air, mais qu'il existe un problème multifactoriel. Donc voilà. Voilà, on a en fait un appareil ici avec l'air qui va rentrer. Mais attendez, il n'y a pas que l'air là-dedans. Il y a la déglutition,
Et puis un autre élément important, il y a la phonation aussi. Et puis il y a la respiration. Donc là, l'approche classique, eh bien, c'est d'ouvrir les voies aériennes, tac, on met l'appareil, de forcer l'air à passer, ou alors éventuellement, il y a des techniques qui sont même chirurgicales pour essayer de modifier justement le passage de l'air. Alors, y a-t-il une autre approche possible? Une autre approche, eh bien, c'est renforcer l'autorégulation cellulaire. Je vous ai dit, c'est une perte de l'autorégulation cellulaire. Alors, on peut renforcer l'autorégulation cellulaire. Moi, ça fait 40 ans que je travaille sur l'autorégulation cellulaire. Donc, essayer de mettre en évidence s'il y a des secteurs perturbés dans cette complexité organique. Vous voyez déjà que cet appareil respiratoire, il est complexe parce que vous avez déglutition. Il faut d'abord pouvoir intégrer les aliments. Vous avez la respiration et vous avez la phonation. Donc vous voyez que là, on est en train de toucher des éléments très très importants. Alors la nutriponcture, eh bien c'est là-dessus que je travaille depuis 30 ans. Tiens, maintenant ça va faire 40 ans. Sur l'information et la vitesse cellulaire. Donc on a travaillé sur les courants vitaux qui modulent l'autopoïèse organique. Et quels sont ces courants vitaux? Eh bien, c'est des courants vitaux qui sont à basse fréquence, qui sont émis par chaque groupe cellulaire, c'est-à-dire que chaque cellule communique en temps réel avec l'autre par des courants d'information qu'on a mis en évidence et qui constituent un langage. Les organes communiquent entre eux par un système informationnel qui fait que chaque élément est dans la reconnaissance de l'un et de l'autre. Mais si vous avez une incohérence des éléments, par exemple au niveau de cet appareil respiratoire, eh bien effectivement, vous avez le constricteur supérieur qui ne va pas reconnaître le constricteur moyen ou inférieur. Donc il va y avoir une perte de la proprioception au niveau de cet appareil. Eh bien, c'est normal qu'effectivement, il y ait des problèmes de déglutition, il peut y avoir des problèmes d'apnée. Donc en fait, il relie tous ces secteurs en un temps réel, c'est-à-dire immédiatement, dans une coopération et une coordination de cette cohérence cellulaire. C'est pour ça que la nutriponcture est quelque chose d'énorme, parce qu'on a mis en évidence en 1983 33 courants vitaux. Donc 33 courants vitaux qui vont s'exprimer, et ces courants vitaux, ils ont été découverts d'ailleurs par d'autres personnes, comme Pope, qui a démontré l'information de ces courants vitaux et surtout l'émission lumineuse au niveau d'un corps. Montagnier, vous connaissez ses travaux par rapport au transfert d'informations, même à distance, de ces informations électromagnétiques. Et une chose fondamentale, et c'est là-dessus qu'on a travaillé nous depuis 1983, c'est le rôle des métaux dans la régulation de l'activité cellulaire. Et ça, c'est un physicien italien, Emilio Dal Giudice, qui a travaillé beaucoup sur cette information des métaux dans l'organisme et qui nous a pu nous apporter aussi certains éléments dans cette recherche. Et puis, la biologie épigénétique, c'est-à-dire que vous avez un système génétique et puis il y a des phénomènes épigénétiques. Et c'est ces phénomènes épigénétiques en relation avec l'environnement qui sont fondamentaux pour obtenir une autorégulation en permanence. Si vous avez un stress, bien vous pouvez modifier cette information épigénétique et l'autopoïèse de l'organisme. Donc voilà, la synergie des éléments. Donc en nutriponcture, on va utiliser des métaux. Et ces métaux, ce n'est pas un métal plus un métal plus un métal, mais c'est la synergie des éléments qui va donner une autre fonction. Une chose que vous connaissez bien, c'est comment on fait du béton. Le béton, vous mettez, c'est de la ferraille. La ferraille, c'est souple. Prenez du ciment, c'est pas solide. Mettez les deux éléments, vous arrivez à avoir quelque chose qui est tout à fait différent. Et en plus, on fait vibrer le béton de manière à avoir une cohérence. Là, c'est pareil, on va avoir une synergie de métaux qui vont donner une information dans le corps et qui vont donner en fait une information sur ces 33 courants vitaux dans l'organisme. Ce sont
des dosages qui n'ont rien à voir avec l'homéopathie. Donc le premier élément fondamental que l'on a trouvé, et vous allez voir que ça c'est énorme parce qu'on oublie toujours dans l'organisme qu'il y a deux pôles. Il y a un pôle cérébral et puis un pôle métabolique. Il y a un haut, il y a un bas. Eh bien, au niveau de la cellule, eh bien, vous avez un pôle cérébral, c'est la partie externe qui est la communication à l'extérieur, et puis vous avez un pôle interne qui est la communication à l'intérieur. Dans la vie, vous avez toujours ces deux pôles. Ce qui est important, c'est de pouvoir driver votre corps. C'est le pôle cérébral qui va driver le pôle métabolique. Ça, c'est fondamental. Mais si à un moment donné, par un stress donné, vous n'arrivez plus à vous driver correctement, c'est-à-dire que vous perdez votre identité propre parce qu'il y a eu un stress, que vous êtes mis en rapport avec quelqu'un et que à partir de ce moment-là, vous vous êtes mis à la portée de l'autre, mais que vous ne vous respectez plus, eh bien, vous allez perdre cette cohérence entre le pôle cérébral et le pôle métabolique. Donc, par exemple, un problème hépatique, si vous faites un grand repas, eh bien, vous pouvez, disons, stimuler votre foie d'une façon importante, eh bien, vous allez ne plus avoir votre pôle cérébral qui va être très, très, très bien, parce qu'effectivement, eh bien, il y a des perturbations qui sont liées au pôle métabolique. Donc, cet élément fondamental du pôle extérieur de communication extérieure, communication intérieure, on va retrouver ça aussi, par exemple, au niveau des lipides. Vous avez entendu parler des oméga 3 et des oméga 6. Les oméga 6, on en parle souvent des oméga 6 en disant attention, les oméga 6, ils sont dangereux. Mais ils ne sont pas si dangereux que ça parce qu'ils sont nécessaires à la croissance. Mais ils sont nécessaires au métabolisme. Mais si vous êtes trop loin dans le métabolisme, eh bien, vous devenez inflammatoire. Les oméga 3, ils sont l'expression de l'individu. Donc là aussi, vous avez les deux pôles entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Il faut toujours qu'il y ait un rapport oméga 3, oméga 6 qui soit correct, c'est-à-dire que le pôle cérébral conduise le pôle métabolique. Donc en fait, voilà les 33 nutris, les 33 complexes polymétalliques que l'on va utiliser pour réguler l'organisme. Une chose fondamentale, et on n'en parle pas souvent, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de l'homme et de la femme. On est toujours dans une action, disons, asexuée. Là, dans la nutriponcture, il y a des courants vitaux qui sont propres à l'homme et à la femme, et il y a des courants vitaux qui sont propres uniquement à l'homme, et d'autres courants vitaux qui sont propres à la femme. Et ça, c'est fondamental. Et cette diversité de l'homme et de la femme est essentielle puisqu'il fait partie de la vie. C'est la reconnaissance de chaque polarité qui existe et cette communication entre les hommes et les femmes. Donc ça, voilà les outils que l'on va pouvoir utiliser dans la nutriponcture. Et c'est grâce à cette recherche de 30 ans eh bien, qu'on a pu essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui ont induit eh bien, ces problèmes au niveau de l'apnée du sommeil. Vous voyez ici, ce sont toute une étape qui fait partie de toute la vie embryonnaire et puis la vie fœtale. Tout ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Après, il va y avoir un stade de maturation par rapport à la petite enfance, par rapport à la puberté, etc. Mais toutes ces étapes, elles sont en interaction les unes par rapport aux autres. Donc, je vous ai parlé de la déglutition qui est quelque chose de très important chez l'enfant dans le ventre de la mère. Si la mère est stressée, on voit très très bien l'enfant qui va déglutir tout à fait différemment. Mais pendant cette période, disons, fœtale, il y a une communication qui se fait avec la mère, il y a un vécu de ce fœtus par rapport à la mère, parce qu'il va construire son système limbique, il va construire son cerveau entérique, il va mettre en route son système lymphatique, ses lymphocytes Li, ses plaques de Peyer, etc. La déglutition, elle existe déjà chez le fœtus et elle peut avoir des répercussions beaucoup plus tard. Après, on va avoir un stade oral, un stade anal. Le stade anal aussi peut avoir un impact sur la déglutition. Pour continuer sur, effectivement, eh bien, l'apnée du sommeil, ça c'est la première expérience qu'on a fait dans l'apnée du sommeil, c'est uniquement le centre cardio-respiratoire bulbaire.
uniquement ce centre cardio-respiratoire bulbaire que l'on voit ici, c'est-à-dire l'information juste de ce centre cardio-respiratoire bulbaire donne 60% environ de résultats. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, 60%. Pour celui qui est dans les 60%, c'est 100% de résultats. Pour les autres, c'est 0% de résultats. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'échec est intéressant parce qu'il stimule et qu'il dit, bon, ça veut dire qu'on n'a pas tout compris. Et quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est effectivement de voir que dans cet organisme, il y a ces deux éléments, respiration, déglutition et phonation qui interagissent les uns par rapport aux autres. Et le dernier examen, eh bien, c'est l'expiration forcée. Donc, on a des personnes qui, justement, n'arrivent plus à expirer. C'est ce qu'on voit aussi dans les asthmes. Dans l'asthme, on voit aussi, le problème de l'asthme, c'est une dyspnée expiratoire. Donc, en fait, voilà les trois éléments qui vont permettre d'obtenir bien des résultats exceptionnels dans les problèmes d'apnée. Et je pense que chez elle, au bout d'un mois, on avait 89, en un mois de temps, 89,5% d'apnée centrale, 62,5% d'apnée obstructive et 79,1% en un mois de temps. C'est-à-dire qu'en 2 mois ou 3 mois de temps, eh bien, on doit résoudre un problème d'apnée. Voilà, ça c'est un exemple de l'application faite de la nutriponcture. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a eu ce type d'appareil, eh bien, ne fonctionnons pas dans l'atmosphérique, eh bien, il faudra rétablir une circulation normale par rapport à l'atmosphère. Donc, il sera nécessaire de redynamiser les courants vitaux qui ont été perturbés par le port de l'appareil. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas supprimer l'appareil. Mais si des personnes arrêtent de se servir de cet appareil, eh bien, c'est dramatique pour eux. On peut leur offrir immédiatement une autre solution, et cette solution, elle marche d'une façon incroyable. Et ce qui est facile, c'est que vous avez une polysonographie avant qui n'est pas bien, et vous avez une polysonographie après qui est bien. Et vous avez vu ce premier monsieur qui était un bon exemple, parce que 4 ans après, eh bien, son problème d'apnée, il n'existe plus. Et ça, c'est fondamental. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'apnée du sommeil, et vous parler en même temps de cette connaissance de la nutriponcture qui aide à pallier de tous les stress. Et vous voyez qu'en fait, cette apnée, lorsque vous mettez un appareil, vous ne changez pas le problème de la déglutition. Et la déglutition, qu'est-ce que ça peut apporter dans le temps? Des fausses routes. Mais c'est dramatique, des fausses routes. Quand vous commencez à avoir une fausse route, qu'est-ce qu'on fait? Rien. En nutriponcture, on régule ces courants vitaux, il n'y a plus de fausses routes. Parce que c'est des bugs qu'on a dans notre organisme et qu'il est important de rétablir.